Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire d'Héctor Domingo Cortés. Héctor vit au Pérou. Il est pilote d'un petit avion. Son travail consiste à transporter des personnes, du matériel ou des denrées alimentaires à travers tout le pays, et plus précisément dans les zones difficiles d'accès pour les véhicules. Ce matin-là, le temps était clair et il n'y avait aucune perturbation atmosphérique en vue. Il devait se rendre à un petit dispensaire non loin de Huaraz, dans une région montagneuse pour livrer une cargaison de médicaments. Il avait l'habitude d'emprunter ce chemin régulièrement. Son vol se déroulait à merveille, et après avoir livré les médicaments, il décida de repartir immédiatement, car il lui restait encore plusieurs livraisons. Alors qu'il opérait les manœuvres de décollage, il reçut un appel radio de la tour de contrôle. Il voulait le prévenir qu'une tempête approchait. Héctor ne tarda pas, et après avoir reçu cette information, il consulta sa carte et décida de prendre une autre direction pour contourner la tempête. Il se dirigea un peu plus à l'est au-dessus de la forêt amazonienne. Mais la navigation n'était pas facile, car cette partie du pays est surnommée la forêt aux nuages, et à juste titre. Une épaisse couverture nuageuse recouvre en permanence la forêt. Héctor fit une manœuvre pour se placer au-dessus de la masse nuageuse et avoir plus de visibilité. Rassuré d'avoir évité la tempête, il fit un appel à la tour de contrôle pour communiquer sa position actuelle. Mais alors qu'il attendait la réponse de la tour, lui confirmant avoir bien reçu ses coordonnées, la radio se mit à crépiter fortement, rendant la réponse inaudible et la communication se coupa d'un coup. La boussole tournait dans tous les sens, et peu de temps après, les commandes ne répondaient plus du tout. Il essaya une dernière fois de contacter la tour de contrôle, mais sans succès. Il ne captait plus aucun signal, et les instruments de mesure n'étaient plus opérationnels. Il essaya de garder son calme, mais la situation devenait sérieusement inquiétante. Et brusquement, l'avion se mit à piquer du nez. Lancé à pleine vitesse, l'avion se précipita en plein milieu de la jungle. Surpris par la rapidité du crash, il essaya de se protéger face à l'impact qui était imminent. Tout allait tellement vite. Résigné, Héctor ferma les yeux et fit une dernière prière. Alors qu'il avait dans ses pensées sa famille, l'avion percuta les arbres en contrebas. Mais la chute de l'avion fut amortie par la dense végétation de la forêt amazonienne. Par chance, il resta suspendu à son siège et n'avait que quelques éraflures. Après le choc de l'impact, Héctor voulut sortir de l'avion. Cette manœuvre était très périlleuse, car il devait faire en sorte de ne pas trop bouger pour éviter que l'avion ne glisse et ne s'écrase en contrebas. Il s'extirpa avec la plus grande précaution de la carlingue et tenta de s'accrocher à une branche. Il était à plusieurs mètres en hauteur. Il cria pour appeler à l'aide. Mais il n'entendait en retour que le bruit des animaux de la jungle et des insectes qui grouillaient de toutes parts.
Il resta un moment à attendre, espérant que quelqu'un ait vu toute la scène. Mais il se rendit à l'évidence qu'il était peu probable que quelqu'un se trouve dans la forêt au même endroit, et en cet instant même. Il réalisa qu'il était seul, et qu'il était inutile, voire dangereux, d'attendre plus longtemps. À présent, il était livré à lui-même. Il se ressaisit rapidement pour trouver une solution. En faisant très attention, il récupéra un sac à dos qui était près de lui et qui contenait déjà quelques affaires qui pourraient lui être utiles. Il ajouta une bouteille d'eau, quelques barres énergétiques et une corde. Pendant qu'il récupérait ce qu'il pouvait, il fit très attention d'éviter le moindre mouvement brusque. Mais malgré cela, son avion commençait à basculer dangereusement vers l'avant. Sans perdre une minute, il prit son sac à dos et sortit hors de l'avion. Assis à califourchon sur une branche, qui paraissait assez solide, il s'entoura d'une corde autour de la taille, qu'il passa également autour du tronc de l'arbre. Il descendit ensuite lentement, jusqu'à arriver au sol, épuisé, mais sain et sauf. Il récupéra sa corde et souffla pour relâcher la pression. Mais il était bien conscient que le plus dur restait à faire. Il était en plein cœur d'une forêt sauvage et peu fréquentée, et il n'avait rien pour se repérer. Il se reposa quelques instants. Une fois ses esprits retrouvés, il consulta la carte qu'il avait prise avec lui. Mais il n'avait aucune idée d'où il était précisément. La forêt était dense, sombre et inhospitalière, et il paraissait difficile de se frayer un chemin. Il y avait un fort taux d'humidité, une chaleur harassante, ce qui allait certainement rendre sa progression dans la forêt plus difficile. Pour se donner des forces, il s'assit un instant, prit une gorgée d'eau et une bouchée de barres énergétiques, car il se doutait bien qu'à partir de maintenant, il devait rationner au maximum son eau et sa nourriture. La nuit commençait à tomber sur la canopée, et la forêt qui était pleine de vie avec le bruit des singes hurleurs, des différents insectes et reptiles, plongea dans un silence monacal. Ce qu'Hector trouva très curieux. Il avait marché environ 1 heure, et il décida de s'arrêter pour la nuit. Il resta assis au sol, le dos contre un arbre dans la pénombre la plus totale, à épier le moindre bruit. Dans la première partie de la nuit, il essaya de dormir à même le sol. Mais alors qu'il dormait, il sentit un poids sur son estomac et des griffes à travers son t-shirt. Effrayé, il fit un bond et hurla. Il entendit ensuite quelque chose d'étaler rapidement. En tâtonnant dans l'obscurité, il prit une branche qui était au sol pour se défendre. Il se redressa et se mit dos à un arbre. Un moment plus tard, alors que nous étions toujours en plein milieu de la nuit, il entendit un énorme bruit au loin et qui résonnait dans toute la forêt. On aurait dit un éboulement. Il entendait le bruit de pierres roulées au sol. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Il était impossible pour lui de fermer l'œil. Il était évident que quelque chose errait dans la forêt. Quelque chose qui apparemment était assez terrifiant pour que même les animaux désertent cette partie de la forêt durant la nuit. Aux premières lueurs du jour, c'est comme si la vie avait repris son cours. On entendait à nouveau le son des animaux. Et Hector eut la désagréable surprise de voir qu'il était couvert de piqûres de moustiques. En voulant se relever, il s'aperçut que quelque chose bougeait près de l'arbre où il s'était installé.
Au début, il croyait que c'était juste une branche. Mais il s'aperçut rapidement qu'il s'agissait d'un boa qui s'avançait dangereusement vers lui. Il courut aussi vite qu'il le put pour s'éloigner du boa, et il lui semblait qu'il s'enfonçait encore plus dans les profondeurs d'une jungle inexplorée. Le pauvre Hector n'était pas épargné. Il vivait frayeur après frayeur, si bien qu'il tremblait de la tête aux pieds. Pour couronner le tout, il était impossible pour lui de s'orienter et savoir dans quelle direction se trouvait la civilisation. Mais malgré la fatigue et la terreur qu'il avait vécues pendant la nuit, il était animé par l'envie de s'en sortir et de survivre à cette terrible épreuve qu'il était en train de vivre. Après le semblant de nuit qu'il avait passé, et après avoir pris conscience de tous les dangers que renfermait la forêt amazonienne, il se dit qu'il devait absolument trouver un endroit à l'abri pour passer la nuit. Son objectif était de monter en hauteur pour voir vers quelle direction il devait aller. Il aperçut un petit massif rocheux au loin et décida de s'y rendre. Après une longue marche, il arriva face à un énorme rocher en plein milieu de la jungle. C'était à se demander comment il était arrivé là. Il essaya tout d'abord de grimper à un arbre, mais cela était bien plus dur qu'il n'y paraissait. Après plusieurs tentatives infructueuses, il décida d'escalader le rocher qui était tout près. En essayant de grimper dessus, il glissa sur la mousse végétale qui recouvrait le rocher, si bien qu'il était impossible pour lui de se hisser dessus. Dans les endroits où la mousse s'était retirée, Hector aperçut des formes sur le rocher, comme s'il était gravé. Il recula un peu et il constata avec surprise qu'il s'agissait d'une énorme tête sculptée dans la roche. Son moral était au plus bas, mais après cette découverte, il se dit qu'il avait peut-être une chance de retrouver son chemin ou de rencontrer une population autochtone qui pourrait lui venir en aide. Il saisit la corde qu'il avait prise avec lui et forma un lasso qu'il lança sur l'arbre tout près du rocher. Puis, il attacha la corde autour de sa taille et escalada le rocher en prenant prise dans les endroits dégagés où il n'y avait plus de mousse. La dernière chose qu'il souhaitait était de se blesser et de rendre cette épreuve encore plus difficile qu'elle ne l'était. Lorsqu'il arriva au sommet du rocher, il était assez en hauteur pour voir autour de lui. Malheureusement, il remarqua qu'il n'y avait aucune trace de route ou d'habitation. Seule la forêt l'entourait, et ce, sur des centaines de kilomètres. Le soleil était à présent à son zénith, et la lumière du jour perçait à travers la couche nuageuse au-dessus de la forêt. Alors qu'il regardait toujours au loin pour voir quel chemin il pouvait emprunter, il vit quelque chose scintiller à travers la végétation. Il prit des jumelles qu'il avait dans son sac à dos et remarqua qu'il y avait quelque chose au milieu des arbres. À première vue, cela ressemblait à des ruines. Il avait l'impression que ces ruines étaient celles d'une construction en pierre semblable à la tête en pierre où il se tenait. Il essaya de bien visualiser la direction des ruines pour pouvoir s'y rendre et y passer la nuit. Il but la dernière gorgée d'eau qu'il avait et se dirigea d'un air décidé vers les ruines qu'il avait aperçues. Alors qu'il était en chemin, un détail le frappa. Il remarqua que la tête faisait face aux ruines, comme si elle avait été placée là pour indiquer le chemin. Alors qu'il marchait depuis un certain temps, la lumière du jour, déjà difficile à percevoir, baissait de plus en plus. Et il vit aussi quelque chose de tout à fait surprenant. Les singes se balançaient d'arbre en arbre vers la direction opposée. Et au sol, il vit des iguanes et d'autres reptiles qui peuplaient cette forêt,
se dirigeait également dans le sens inverse. On aurait dit qu'il fuyait quelque chose. Cela ne le rassura pas, mais il ne pouvait pas rebrousser chemin. Il resta sur ses gardes et continua sa marche jusqu'à arriver face aux ruines. Il se rendit compte qu'il s'agissait d'un temple. Sa structure avait l'air solide, malgré le fait qu'il paraissait très ancien. Sur les bordures du toit, il y avait des sculptures en relief, des gargouilles accroupies et qui scrutaient l'horizon. Il observa l'architecture de ce temple un instant et remarqua que les gargouilles avaient toutes des pierres rouges au niveau des yeux. À la façon dont ces pierres brillaient, Hector eut l'impression qu'il s'agissait d'authentiques rubis. Il comprit que c'était ce qui scintillait au loin et qui avait attiré son attention. Il y avait 2 gargouilles devant le temple et 2 autres à l'arrière, mais toutes placées sur le toit. Leur aspect était très effrayant et leurs traits n'avaient rien d'humain. Il n'avait jamais entendu parler d'un temple dans la forêt amazonienne, ce qui signifiait qu'il venait de faire une découverte majeure. La forme du temple le laissa penser qu'il devait s'agir d'un temple inca. Mais l'ajout de ces statues de part et d'autre était tout à fait inhabituel dans l'architecture inca. C'était la première fois qu'il voyait cela. Il entra à l'intérieur pour voir si la construction était sûre et s'il pouvait y dormir sans que des débris ne lui tombent dessus. L'entrée était obstruée par des pierres et de la végétation. Il déblayait un peu ce qu'il pouvait pour se frayer un chemin et entrer. À l'intérieur, rien de particulier à part des gravures sur les murs. Il y avait plusieurs scènes représentées sur des fresques et gravées à même la roche. Il était représenté une population autochtone avec toutes sortes de richesses. Il était également représenté quelque chose qui tombait du ciel. Hector interpréta cela comme une météorite. Sur la fresque suivante, étaient représentées les richesses avec des lueurs étranges, comme si celles-ci avaient un pouvoir particulier. Il continua de regarder autour de lui. La structure de ce temple était assez simple. Il n'y avait qu'une grande pièce complètement vide. L'endroit était très étrange, mais au moins, il avait un refuge pour être à l'abri des intempéries et des animaux sauvages de la forêt. Il prit soin de bloquer l'entrée avec quelques branches. Puis, il s'installa dans un coin, grignota un bout de barre énergétique. Il avait des vertiges car il avait terriblement soif. La nuit était maintenant complètement tombée, et par une petite ouverture dans la structure de ce qui lui semblait être un temple, il pouvait voir la lueur bleutée de la lune. Il commençait à être gagné par le sommeil. Mais un bruit terrifiant et assourdissant le réveilla. Il croyait au début que le temple était en train de s'effondrer sur lui, car on aurait dit qu'il s'agissait d'un éboulement. Il entendit une énorme masse de pierres se détacher du mur et s'écraser au sol. Mais cela n'était pas le plus inquiétant. Il entendait la masse se déplacer et faire un bruit à réveiller les morts. Il vit quelque chose passer devant des petites ouvertures en haut des murs qui faisaient office de lucarne. Son sang ne fit qu'un tour quand il aperçut la cause de ce bruit. Apeuré, il se cacha alors tout en essayant de voir ce dont il s'agissait. Les gargouilles qui étaient sur la façade du temple avaient pris vie. Leurs yeux étaient illuminés d'une lumière rouge qui leur permettait de voir devant eux.
L'une d'entre elles déboula dans le temple, ne faisant qu'une miette des branches qui obstruaient l'entrée. Pris de panique, Hector entra dans un trou qui était dans un des murs. L'endroit était étroit, mais au moins, il se sentait à l'abri. Lorsque la gargouille s'approcha de lui, il recula au maximum pour ne pas être vu et se cacha avec quelques feuilles qu'il avait prises pour dormir dessus. Il lui semblait que la gargouille inspectait les lieux. Les autres contrôlaient la zone autour du temple. Hector était sidéré. Il n'en croyait pas ses yeux. Soudain, alors que l'aube pointait à l'horizon, les gargouilles se rassemblèrent autour du temple et se replacèrent à leurs places respectives, toujours en faisant un bruit des plus terrifiants. Une fois que le jour fut complètement levé, Hector sortit de sa cachette. Il se demandait si ce qu'il avait vu était une hallucination due à sa forte déshydratation. Lui qui se croyait à l'abri, réalisa qu'il était tombé sur un endroit extraordinaire. Il se demandait par quel enchantement ces statues de pierre avaient-elles pris vie. Il sortit sur la pointe des pieds hors du temple et regarda les gargouilles un long moment. Elles avaient l'air de simples statues de pierre inertes et inoffensives. Mais leur expression menaçante semblait servir d'avertissement et certainement dissuader quiconque d'entrer dans le temple. La curieuse scène dont il avait été témoin la veille prenait enfin sens. Voilà pourquoi les animaux qu'il avait croisés désertaient cette zone de la forêt, un peu avant que la nuit tombe. Alors qu'il était toujours à l'entrée du temple en train d'observer ses sentinelles pétrifiées, il fut surpris par une averse qui se transforma en véritable déluge. C'était pour lui un don du ciel. Il en profita pour étancher sa soif, en récupérant l'eau avec une grande feuille, et il remplit également sa bouteille. Il se réfugia ensuite dans le temple, et maintenant qu'il avait les idées plus claires, après s'être hydraté suffisamment, il commença à l'inspecter de plus près. Il se demandait ce qu'il pouvait y avoir de si précieux pour justifier une telle surveillance. Il y avait de l'eau qui s'infiltrait par endroits, et alors qu'il inspectait le temple, il trébucha sur un carreau de pierre qui était plus en hauteur par rapport aux autres au niveau du sol. Il posa son pied dessus, et la pierre se mit au même niveau que les autres. Et, immédiatement après, le sol se mit à trembler, et la partie centrale du sol s'affaissa comme un pont, donnant ainsi accès à une pièce secrète sous le temple. La friction des pierres lorsqu'elles bougèrent produit des étincelles, et la pièce du bas fut complètement illuminée presque instantanément. Complètement subjugué, Hector hésita un instant avant de descendre. Mais la curiosité eut raison de lui, et il voulut comprendre d'où provenait cette lumière. Il constata en descendant en bas qu'il y avait un sillon creusé dans le sol, tout autour de la pièce. Il aperçut également que ce sillon contenait de l'huile. Et cette huile avait pris feu grâce aux étincelles, ce qui illumina la pièce entièrement. Mais tous ces mécanismes ingénieux n'étaient pas ce qui l'impressionna le plus. Il y avait des scènes gravées sur les murs, mais cette fois-ci, sur des fresques en or massif, ce qui intensifiait la lumière dans la pièce. Et au centre de la pièce se trouvait un tombeau. Hector s'approcha des fresques pour voir ce qu'elles représentaient. Le début de la fresque montrait un groupe d'Incas entourés de richesses. Et face à eux, étaient représentés des conquistadors. Dans les fresques suivantes, on voyait les conquistadors s'avancer vers eux et parlementer avec un homme de la tribu qui semblait important. Mais les représentations suivantes donnaient l'impression qu'un conflit éclata entre eux, car on voyait les Incas prendre les armes. Ils étaient dirigés par une femme aux cheveux longs. On voyait ensuite les conquistadors repoussés et vaincus. Et les Incas portaient la jeune femme en triomphe. Il avait l'impression que cette femme était d'un haut rang, une princesse sans doute.
Il n'avait jamais entendu parler de cette histoire, mais il était fasciné par tout ce qu'il voyait. Il était le premier à avoir accès à une partie oubliée de l'histoire de son pays. Il comprit que ce qu'il avait pris pour un temple était probablement le tombeau de la femme aux cheveux longs. Les gargouilles avaient été placées pour le protéger des intrusions. Il regarda sa montre et constata que nous étions encore en pleine journée. Il s'approcha du tombeau. Celui-ci était en or massif et orné de pierres précieuses. Après toutes ces incroyables découvertes, il était terriblement tenté d'ouvrir le tombeau. Il se sentait comme Howard Carter lorsqu'il découvrit le tombeau de Toutankhamon. Il poussa le couvercle du tombeau de toutes ses forces, mais impossible de le faire bouger. Il remonta rapidement dans la pièce du haut et saisit une des branches qu'il avait utilisées pour bloquer l'entrée. Il redescendit dans la pièce secrète et utilisa la branche comme levier. Le couvercle était tellement lourd qu'il devait s'y reprendre à plusieurs fois. Et il y passa un temps fou. Mais il était impossible pour lui de renoncer. Et dans un ultime effort, il poussa à nouveau de toutes ses forces et enfin, le couvercle glissa. Une odeur de renfermé et un nuage de poussière se dégagèrent alors du tombeau. La dépouille de la princesse gisait là. Son corps semblait s'être momifié. On voyait encore sa longue chevelure parfaitement intacte. Elle était ornée de bijoux en pierres précieuses brutes. Mais la pièce la plus impressionnante était un collier avec une émeraude aussi grosse qu'une pomme qui étincelait de 1000 feux. À sa main droite, la princesse tenait une lance en or. Hector en cet instant fut hypnotisé par la vision de cette émeraude. Avec cette pierre, il pourrait enfin développer son activité dans tout le pays et acheter d'autres avions. Il approcha sa main de la pierre. Il hésita un moment, mais il finit par se convaincre en se disant que cette princesse n'en avait pas besoin. Il retira le collier et le contempla un bon moment. L'éclat de ce bijou n'était pas ordinaire. C'était comme s'il avait un pouvoir particulier. Puis, Hector rebroussa chemin et s'apprêta à quitter la pièce secrète. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, il entendit quelque chose craquer derrière lui. Il se retourna et remarqua que la dépouille n'était plus dans le tombeau. Et lorsqu'il se dirigea à nouveau vers la sortie, la momie de la princesse se tenait devant lui. Horrifié, il poussa un cri de terreur. La princesse agita sa lance avec une dextérité remarquable et elle pointa son arme sur Hector. Il essaya d'esquiver les coups portés par cette momie, mais il trébucha au sol et en un bond, la princesse se trouva juste au-dessus de lui. L'arme pointait sur sa tête. Il était fait comme un rat. La lance était si proche de son front qu'il sentait la pointe le piquer. Mais il réussit à saisir le bras de la momie et celui-ci s'arracha. La momie, surprise, fut distraite un instant et Hector en profita pour fuir et il se dirigea à l'extérieur du temple. Mais là, le cauchemar était loin d'être terminé. La nuit était tombée et les gargouilles étaient réveillées. La momie poursuivit Hector. Elle poussa un cri et ordonna au gardien de son tombeau de poursuivre Hector en le pointant du doigt. Les colosses de pierre s'exécutèrent et se mirent à le pourchasser. Dans la panique, Hector fit tomber le collier et courut à travers la forêt. On entendait dans le silence de la nuit les gargouilles qui détruisaient tout sur leur passage. Hector courut aussi vite qu'il le put, en se retournant de temps à autre. Puis, il glissa et tomba dans un ravin avant de finir sa chute dans le fleuve. Le courant était très fort à cause des pluies récentes.
il fut entraîné sur des kilomètres. Il se cogna contre un tronc d'arbre qui était dans le fleuve et il perdit connaissance. Lorsqu'il se réveilla, il s'était échoué au bord du fleuve et un pêcheur était à ses côtés. Il y avait un petit village non loin de là. Il fut secouru par des Indiens de la tribu Mastanawa. Il leur expliqua que son avion s'était crashé dans la forêt et qu'il avait survécu plusieurs jours dans la forêt totalement livré à lui-même. Les Indiens furent étonnés par son récit et étaient impressionnés, car après tout ce qu'il avait traversé, il semblait s'en être sorti quasiment indemne. Il évita de raconter l'histoire du temple. Les Indiens du village lui dirent que plus haut, en amont du fleuve, il y a une zone où personne ne va. Celle-ci est délimitée par une énorme tête en pierre. Depuis des générations, on dit que cette partie de la forêt est sacrée. Les anciens du village en connaissent un peu plus sur le sujet. Hector fut secouru. On lui donna des vêtements secs et on lui prépara une soupe de maïs. Il était dans la cuisine près du feu du four traditionnel. Une femme assez âgée et sa fille étaient assises près de lui. Il les remercia pour la soupe et demanda plus d'informations sur la zone interdite dans la forêt. La grand-mère, qui avait un certain âge, lui raconta alors ce que son père et son grand-père lui avaient raconté dans les moindres détails sur la légende d'Ashtara. Il y a bien longtemps, dans un endroit reculé de la forêt amazonienne, vivait un peuple, une tribu indigène inca. Un jour, des conquistadors arrivèrent à leur rencontre. Au début, l'entente était cordiale. Mais lorsque les conquistadors s'aperçurent des immenses richesses que possédait ce peuple, tout bascula. La cupidité entraîna un terrible conflit. Le chef de la tribu, considéré comme une personne importante, fut retenu captif par les conquistadors. Il n'avait qu'une fille, Ashtara. Celle-ci rassembla son peuple. Elle était en tête de cortège et était prête à en découdre avec les conquistadors. Ashtara, par sa détermination et son courage, réussit à repousser les conquistadors avec l'aide des siens et à libérer son père. Après ces événements, une énorme célébration eut lieu et Ashtara fut intronisée comme princesse guerrière. Après cela, la tribu déménagea dans un coin encore plus reculé. Impossible d'accès pour les personnes qui ne connaissent pas son existence. Le règne d'Ashtara dura très longtemps. Un immense tombeau fut érigé pour elle. Et pour orner son tombeau, le chaman de la tribu recueillit des pierres précieuses dans une zone bien particulière, là où une météorite était tombée il y a plusieurs années. Il semblait que cette météorite avait conféré à ces pierres un pouvoir unique, selon la sorte de pierre précieuse dont il s'agissait. Le rubis pouvait donner vie à n'importe quelle matière inerte. Les rubis furent utilisés pour sertir les yeux des gargouilles et d'autres, placés sur le tombeau. Après avoir constaté que le corps de la princesse revenait à la vie, lui aussi, à cause des rubis qui ornaient son tombeau, le chaman plaça autour de son cou l'émeraude qui annulait le pouvoir des rubis. Ses gardiens veillaient à ce qu'aucun intrus n'entre dans le temple et ne perturbe la tranquillité d'Ashtara. Leur rôle était aussi de la protéger des pilleurs, car elle était littéralement couverte de bijoux en or et de pierres précieuses. Il était difficile pour Hector de se remettre de ce qu'il avait vécu. Ses nuits étaient hantées par la momie de la princesse qui se réveillait et s'attaquait à lui, et des gargouilles qui le pourchassaient dans la forêt. Petit à petit, Hector reprit les vols avec un autre avion. Il décida un jour de faire un vol de reconnaissance pour voir s'il pouvait retrouver l'épave de son avion. Il volait au-dessus de la forêt amazonienne pendant des heures.
et à aucun moment, il n'aperçut son avion ou même le temple qu'il avait découvert. C'est comme si la végétation avait repris le dessus et couvert toute trace qui pouvait le mener à nouveau au tombeau. Il est certain que le secret que renferme la forêt amazonienne est bien gardé, et gare à celui qui prendra le risque de perturber le repos de la princesse Ashtara. Il trouvera devant lui un obstacle de taille, un obstacle fait de pierre et qui, animé par le pouvoir mystique de Ruby, prend vie chaque nuit pour protéger de toute intrusion le tombeau d'une princesse oubliée, Ashtara la guerrière. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.